Dis donc, je pensais à un truc. Si l'intelligence c'est génétique, ça veut dire que l'égalité des chances à l'école c'est tout bidon alors? Bon alors, les différences de QI, de quotient intellectuel entre personnes, sont dues en partie à nos gènes et aussi un peu à notre environnement familial. Ouais, comme on a déjà bien parlé dans cette vidéo-là. La réussite à l'école c'est plus chaud déjà. Suivant les matières, ce ne sont pas les mêmes capacités cognitives qui vont être importantes. L'histoire demanderait plus des capacités de lecture, disons, et de mémoire. Les mathématiques seraient plus axées sur la logique. Et puis la géologie... Attends, c'était quoi déjà? Ah, moi c'était les dictées. Qu'est-ce que j'étais nul à ça? Heureusement, à la fin, il y avait toujours un exercice genre il est où le COD? Il est où l'épithète juxtatribu du sujet? Tout ça. J'ai jamais compris l'intérêt du truc, mais par contre, ça m'évitait de me ramasser comme une bouse. Bah peut-être que t'étais pas super calé en compréhension et en reconnaissance verbale, mais plus en capacité d'analyse et d'arithmétique. Peut-être même en mémoire. Ouais, mais ça, c'est peut-être pas génétique, hein. Peut-être que si je m'étais entraîné plus en dictée... Ouais... En plus, je m'entraînais, c'est ça le pire. Bon, bah oui, bah peut-être que je me serais un petit peu amélioré, tu vois. Non, tu sais quoi? Ça me faisait tellement surchier que ça devait être inscrit quelque part dans mon génome, c'est pas possible autrement. Bon, je pense pas qu'il y ait de gène de la dictée, hein. Par contre, la dictée est vachement liée à tes capacités de lecture. Genre, tu lisais bien à haute voix? Ouais, je t'avoue que quand il fallait un volontaire pour lire un passage, j'avais la trousse qui me grattait. Non, et j'aimais pas ça non plus, non. Bon alors, à ton avis, les capacités de lecture, c'est génétique ou pas? Ah mais 100% génétique, c'est sûr. La réussite à l'école, c'est un sujet super vaste et aussi super dépendant du contexte. L'école suédoise, japonaise ou brésilienne, c'est pas forcément comparable. Donc ici, on va pas essayer d'expliquer quelles sont les meilleures méthodes d'enseignement scolaire ou même d'éducation parentale. Ici, la question c'est pourquoi est-ce que c'est plus difficile pour certains que pour d'autres? Et comment ça évolue dans ta scolarité? Ça évolue dans ta scolarité? Ah ouais, tu veux dire par exemple si je change de prof? Genre Madame Chalbaud. Qu'est-ce qu'elle était naze celle-là? Ouais, tu changes d'environnement. Par exemple, entre deux classes, tu changes de prof, parfois même de pote. Entre deux institutions, genre collège et lycée, les méthodes d'apprentissage sont différentes. Et les capacités cognitives que tu dois mettre en œuvre sont différentes aussi. Et même le soutien de tes parents à la maison, si tu as la chance d'en avoir, il va changer. On a déjà expliqué que pour pouvoir déterminer si quelque chose a des bases génétiques ou pas, il fallait se placer dans un contexte bien précis. Mais là, le contexte, il change tous les ans. Du coup quoi? Ce que tu vois une année, c'est pas comparable avec l'année suivante? Genre, tu vois un effet génétique dans une classe, et puis l'année suivante, dans la nouvelle classe, hop, y a plus. Ben ouais. Et pareil pour l'effet de l'éducation familiale. Du coup, pour étudier ça, on fait ce qu'on appelle des études longitudinales. Ça consiste à suivre un panel de sujets dans leur scolarité, de jumeaux en l'occurrence, et de tester comment se développent leurs aptitudes au cours du temps. On peut comme ça estimer si une compétence a des bases génétiques dans la classe numéro 1, puis dans la classe numéro 2, et on peut même calculer la part de génétique qui est commune aux deux classes. La vache, j'ai rien compris à ce que t'as bavé. Vas-y, recommence, je suis prêt. Bon, on va s'intéresser au développement des capacités de lecture, vu que t'étais nul en dictée. Bon alors, j'étais pas nul, j'étais spécial. Ok. Eh oh! Les capacités de lecture, ça peut se décomposer en plein de sous-capacités déjà. Ici, je vais prendre l'étude de Stephen Petril et de ses collaborateurs qui date de 2007. Ils ont étudié la conscience phonologique, c'est-à-dire la reconnaissance des syllabes et des sons, la rapidité à nommer les lettres et les chiffres et la diversité du vocabulaire reconnu. Bon, et comme je t'ai dit, il s'agit d'une étude longitudinale. Donc ils ont étudié ça en fin d'école maternelle, début de primaire, et puis un an après. Donc au moment où se développent le plus tes capacités de lecture. Mais du coup, ils ont fait ça dans quel pays alors? Bon, là c'était aux États-Unis, dans l'Ohio, mais il y a d'autres études plus anciennes qui ont été réalisées dans le Colorado, en Australie et en Scandinavie, et même au Royaume-Uni, avec des résultats qui vont plus ou moins dans le même sens. Donc je ne vais pas tout te présenter parce que ce serait un peu chiant, mais je vais prendre un exemple, la richesse du vocabulaire. Ça, c'était à 55% génétique en maternelle, 34% lié à l'environnement partagé et 11% à l'environnement individuel. Attends, pause. Déjà, la richesse de ton vocabulaire, ça n'a pas de sens que ce soit génétique.
Le vocabulaire, il te vient forcément de l'extérieur, genre famille ou école. Ouais, excuse, je m'emballe. Bon. La richesse de ton vocabulaire, ça vient de ton exposition à différents mots dans ta famille ou dans ton école. T'as raison. Mais ça vient aussi de tes capacités à retenir et à t'approprier ces mots. Dit autrement, ton vocabulaire est plus ou moins riche dû à ton environnement, donc c'est-à-dire école et famille, et à ta génétique, c'est-à-dire tes capacités. Ah ouais. On était vraiment rentré dans le détail de comment on fait ça dans la vidéo sur le surpoids et sur le choix des partenaires amoureux, ici et là. Mais là, il n'y a pas besoin du détail. On utilise des vrais jumeaux qui se ressemblent beaucoup et des faux jumeaux qui se ressemblent un peu moins. Bon alors, richesse du vocabulaire, deuxième, j'y retourne. Tu me dis que c'est 55% génétique, c'est ça? Donc ça veut dire que si tu as des faux jumeaux, par exemple, qui sont donc pas exactement pareils génétiquement, eh ben c'est bien possible qu'il y en ait un qui ait plus de vocabulaire que l'autre, même s'ils viennent de la même famille et qu'ils vont à la même école. Parce qu'ils sont pas exactement pareils génétiquement, c'est ça? Ouais, ici 100%, ça voudrait dire qu'à travers les 350 paires de jumeaux qu'on a ici, à chaque fois que c'est des vrais jumeaux, ils ont la même richesse de vocabulaire, et à chaque fois que c'est des faux jumeaux, il y en a toujours un qui a plus de vocabulaire que l'autre. Et ça, peu importe la famille ou l'école d'où ils viennent. Bon ok, donc 55%, c'est quand même un peu génétique quoi. Et 34% d'environnement partagé. Ça c'est la famille, non? Genre, les jumeaux de la famille machin, ils ont tous les deux plus de vocabulaire que ceux de la famille truc. Bon, ici, c'est famille et école. Ça te dit que les familles et écoles des jumeaux machin et truc expliquent à 34% leur différence de vocabulaire. Mais continuons pour voir ce qui se passe un an après. L'effet génétique monte à 58%, l'école et famille 33% et les expériences personnelles 9%. Bon, ça n'a pas trop bougé en fait. Pas trop. Mais est-ce que pour autant les raisons génétiques, familiales et scolaires sont les mêmes? Hein? On est dans deux environnements bien différents là. Donc c'est pas du tout évident que ce sont les mêmes gènes qui permettent d'apprendre à lire en maternelle et en primaire. Peut-être, mais peut-être pas. Regarde, à ton avis, est-ce que ce sont les mêmes gènes qui vont t'aider à retenir les mots pomme et division? L'un fait référence à quelque chose de physique, clairement identifiable, et l'autre a un concept théorique qui va même demander du temps pour être maîtrisé. Pareil pour la famille. Va-t-elle t'apporter le même soutien dans l'acquisition du mot pomme ou division? Ah ouais! Pour comprendre division, faut déjà savoir ce que c'est. Ouais. Non, attends, c'est con là ce que je viens de dire. Non, ce que je veux dire, c'est que tu dois apprendre à diviser pour bien comprendre ce que c'est qu'une division. Donc en fait, il te faut des compétences en maths pour retenir le mot division. Et pas pour le mot pomme. Mais en fait, ça c'est pareil pour beaucoup de mots, genre cucurbitacée, Mésopotamie, anticonstitutionnel. Voilà. Donc, suivant ton âge, tu vas être exposé à différents mots, de plus en plus complexes, et tu ne vas pas avoir besoin des mêmes compétences pour les apprendre. Du coup, on a une partie de l'effet génétique, donc que je te mets ici en noir, qui sera commune aux 2 années. Ça, c'est les gènes qui te permettent de retenir du vocabulaire en général. Et une partie qui sera spécifique de chaque année, par exemple, gène pour retenir un concept plus concret et gène pour retenir un concept plus abstrait. Pareil pour l'environnement partagé. Les profs, la famille vont apporter un soutien similaire dans l'apprentissage en maternelle et en primaire. Bon ou mauvais, hein, c'est pas la question ici. Voilà, c'est aussi ce que je te représente en noir ici. Mais ils vont aussi devoir s'adapter d'une classe à l'autre pour t'apporter différents soutiens. Pour déterminer les parties communes que je t'ai mises en noir, les chercheurs ont fait ce qu'on appelle une analyse multivariée. Ça permet de savoir quelle était la part de génétique et d'environnement utile à la fois en fin de maternelle et aussi l'année suivante. Et quelle part était spécifique de chaque année. Putain, les mecs vont chercher loin quand même. Hein. Bon, c'est plutôt cool, moi je trouve. Sur les 55% et les 58% génétiques, il y en avait 41 qui étaient communs aux 2 années, 17 pour l'environnement partagé et 3 pour les expériences individuelles. Bon, attends, parce que là c'est profond là. On s'est intéressé qu'à une sous-partie de l'apprentissage de la lecture et juste à 2 années consécutives. Donc, truc pointu quoi. Hein. Et on dirait qu'il y a un bout de génétique qui, je sais pas comment dire, hein, mais s'active ou ça se désactive quoi. Genre année 1, pof, j'ai besoin de ces gènes là. Année 2,
pof, un peu de cela. Année 3, et hop, un petit peu des deux. Tout ça sur toute la scolarité et dans toutes les matières, mais ça doit être le festival, quoi. Où en étais-je? Repense aux conclusions qu'on essayait de tirer sur le déterminisme génétique du QI, dans cet épisode-là. Tu te rends mieux compte maintenant à quel point c'est réducteur par rapport à la complexité et à la plasticité mentale que demande l'apprentissage. Ici, la conclusion des chercheurs, c'est que les différentes capacités d'apprentissage pour la lecture ont toutes des bases génétiques. Donc certains élèves ont plus de facilité que d'autres. Et on a un fort effet de la famille et de l'école, surtout pour la conscience phonologique et la reconnaissance des chiffres et des mots. Il montre aussi à quel point de nouveaux effets génétiques ou environnementaux apparaissent et disparaissent à mesure que les enfants doivent s'adapter aux nouvelles exigences dans chaque classe et que se développent leurs capacités cognitives. De la maternelle au monde du travail, on a constamment besoin de s'adapter et de se développer. Certains prétendent que ce sont les capacités cognitives générales, comme le QI par exemple, qui permettent cette plasticité. D'autres prétendent que le monde est bien plus complexe que ça. Voilà, celui-là il était ardu. Mais je voulais vraiment apporter beaucoup de nuances par rapport à ce qu'on appelle l'intelligence et ce dont on avait déjà parlé dans l'épisode sur le QI. Ouais, j'espère que ça vous laissera avec un raisonnement un petit peu plus riche sur le sujet. Moi en tout cas, j'ai appris beaucoup en préparant cet épisode. Il reste encore quelques réflexions que j'aimerais aborder sur les capacités cognitives, mais on approche de la fin de cette série. Nous, on se laisse là pour aujourd'hui et puis à la prochaine.